Bienvenue dans la première capsule qui porte sur notre partie 5, le système nerveux. Dans vos notes de cours, on est à la page 6. Dans votre livre, nous sommes à la page 1184. Vous allez voir qu'il y a des informations supplémentaires dans la présentation. Alors, je vous invite à les ajouter au fur et à mesure dans votre page 6 de vos notes de cours. En théorie, on s'est laissé sur comment on crée des influx nerveux. On va maintenant parler de comment les neurones communiquent entre eux. Pas juste les neurones, mais comment un neurone communique avec un muscle et communique avec une glande, par exemple, pour lui envoyer une information. Une synapse. Alors, qu'est-ce qu'une synapse? Il y a deux sortes de synapses dans notre organisme. Il y a ce qu'on appelle les synapses électriques. Et on ne parlera pas des synapses électriques, on les trouve uniquement dans l'encéphale et les yeux. Ces synapses-là, en fait, c'est que les ions vont pouvoir se déplacer directement d'une cellule à l'autre grâce à des jonctions qu'on appelle des jonctions ouvertes. Si vous voulez aller voir de quoi ça a l'air, vous pouvez aller à la page 130 de votre livre et vous allez avoir une image de ce que peut être une jonction ouverte. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment les synapses chimiques qui sont très, très, très nombreuses. Ce sont majoritairement des synapses chimiques qu'on a dans l'organisme. Ces synapses-là vont utiliser des neurotransmetteurs pour permettre le passage de l'influx nerveux ou encore le blocage de l'influx nerveux. Revoici nos neurones. On a ici un premier neurone et ici un deuxième neurone. On sait que l'influx voyage dans ce sens-là et va terminer sa course au niveau des corpuscules nerveux terminaux. Et ici, on va avoir un autre neurone. On va donc déjà commencer à les qualifier de cellules présynaptiques ou neurones présynaptiques. Et ici, on va avoir notre cellule postsynaptique ou neurone post-synapse. La synapse, c'est vraiment la jonction entre les deux. On voit ici notre corpuscule nerveux terminal. Il y a un espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils ne se touchent pas vraiment les neurones. Puis, j'aurais pu dessiner ici un muscle à la place. Même chose, ça ne se touche pas réellement. Et j'aurais pu mettre une glande comme une glande surrénale, par exemple. Et encore une fois, ça ne se touche pas. Il y a un espace. Et ensuite, on trouve ma membrane de ma cellule post-synaptique. La synapse, c'est tout ça ensemble. On va le voir un peu plus loin. Si je regarde cette figure-là, ça veut donc dire que j'ai de l'information qui est acheminée par mon neurone sensitif ici. Dans cette direction-là, quand j'arrive ici, mon influx nerveux arrive au corpuscule nerveux terminal, il y a un espace, c'est ma synapse ici, et je vais transférer mon information, mon influx nerveux, dans l'interneurone qu'il y a ici. Et ici, j'ai donc une deuxième synapse. Et finalement, je vais créer normalement un influx nerveux ici pour pouvoir acheminer la réponse. Ici aussi, j'ai donc des synapses. À tous ces endroits-là, je vais libérer des neurotransmetteurs afin de créer l'influx nerveux dans les cellules qui suivent ici. Je reviens avec cette figure-là que je vous ai montrée dans la création de l'influx, là, quand on a parlé du neurone lui-même. Ici, dans le fond, tout ce qui est le corps cellulaire et les dendrites, j'appelle ça la partie réceptrice. Je reçois des informations et on s'entend que mes synapses, c'est ici qu'elles se font. Okay? Mes synapses, c'est soit sur les dendrites ou carrément sur le corps cellulaire.
dans la membrane du neurone, à cet endroit-là, je trouve 3 sortes de canaux ioniques. Et là, je vous fais souligner le terme ligand dépendant. Autrement dit, les petites portes qui se trouvent dans ces zones-là, ce sont des portes qui ouvrent avec la présence d'une molécule chimique. On va voir que ces molécules chimiques-là, ce sont des neurotransmetteurs qui vont permettre l'ouverture de ces canaux ligands dépendants. Quand j'arrive dans ma zone gâchette, ici, donc le début de mon axone, c'est à ce moment-là qu'apparaissent les canaux voltage dépendants, sodium et potassium, et ces canaux-là vont être présents à chaque nœud de Ranvier jusqu'à la fin, ici, au niveau des corpuscules nerveux terminaux, je vais trouver une autre sorte de canal voltage dépendant. Ceux-là vont être à calcium et ils vont être impliqués dans ma synapse. Et on remarque que partout, sur toute la membrane de mon neurone, je trouve mes pompes sodium-potassium et je trouve mes canaux qu'on appelle à fonction passive, autrement dit, qui sont toujours ouverts. Ceux-là sont à potassium et à sodium. Voici ce que vous trouvez à la page 1184 et qui illustre vraiment notre synapse chimique. Je vous rappelle, cellules présynaptiques, post-synaptiques, ces termes-là sont très importants. Et on est ici. On a grossi un corpuscule nerveux terminal et on a grossi la membrane post-synaptique qui se trouve en face. Dans vos notes, ça correspond à la synapse chimique figure 48.15. J'ai numéroté les étapes, donc des choses qui se produisent dans l'ordre au niveau d'une synapse chimique. Ici, on trouve ce qu'on appelle la fente synaptique, donc l'espace qu'il y a entre les deux cellules post- et présynaptiques. J'ai un influx, donc un changement de millivol qui va atteindre mon corpuscule nerveux terminal. On vient juste de mentionner l'existence de canaux voltage dépendants à calcium à cet endroit-là uniquement, donc juste au bout de mon axone. Mon changement de millivolt va être perçu par les canaux et ça va faire ouvrir mon canal à calcium. Si vous vous rappelez bien, il y a plus de calcium à l'extérieur, donc le calcium va entrer. C'est la présence du calcium en plus grande quantité qui va faire que mes petites vésicules ici, j'ai des petites pochettes, remplies de neurotransmetteurs, des molécules chimiques dont on va parler tantôt. Ces petites vésicules-là vont, grâce au calcium, à l'entrée du calcium, vouloir aller fusionner avec la membrane. Donc, c'est une forme d'exocytose qui va se produire. On va donc libérer les neurotransmetteurs dans ma fente synaptique. Les neurotransmetteurs, mes petites boules rouges, vont aller ouvrir les canaux qui sont, je vous rappelle, ligands dépendants en face. Eux, ils ouvrent quand ils reçoivent une molécule chimique particulière qu'on qualifie de neurotransmetteur. Quel type de canaux va-t-on ouvrir dans la membrane post-synaptique? On va voir qu'on a plusieurs choix. Dans votre livre, il montre un canal qui fait voyager Na+, et K+. J'aimerais que vous oubliez le K+. C'est plus des canaux à sodium qui vont être présents en face de la membrane, dans la membrane post-synaptique. Pas juste des canaux à sodium, je vous montre ici, je vous ai ajouté cette figure-là. Alors, on voit ici le corps de mon neurone post-synaptique et mes dendrites. Je peux trouver 3 types de canaux. Canaux sodium, canaux potassium et canaux à chlore.
si mon neurotransmetteur fait ouvrir des canaux à sodium, bien, mon potentiel de membrane de mon neurone post-synaptique qui est à moins 70 millivolts, bien, il risque peut-être d'atteindre le moins 55 millivolts. Donc, je fais une dépolarisation si j'ouvre ce type de canal-là. Si par contre, mon neurotransmetteur ouvre des canaux à potassium ou à chlore, mon potassium, si je lui permets de sortir, ou si mon chlore, je lui permets d'entrer en suivant leur gradient de concentration, mais je vais rendre ma membrane encore plus négative. Je vais donc l'hyperpolariser. Si j'hyperpolarise ma membrane plasmique, mon neurone, bien à ce moment-là, je l'éloigne du seuil d'excitation. Je rends la création d'un influx encore plus difficile. Cette diapo-là rappelle ce qu'on vient juste de voir, que j'ai dans mon neurone ou ma cellule post-synaptique des canaux à Na+, à K+, ou à Cl- ligand dépendants. Alors, on parle des canaux qui vont se trouver ici, dans ma membrane, ici. Là, c'est beaucoup plus complexe que juste un neurone attaché après un neurone ou un muscle ou une glande. En réalité, dans l'encéphale, ça ressemble plus à ça. Ici, vous avez un corps cellulaire de neurones et connecté, voyez-vous, les centaines de corpuscules nerveux terminaux. OK, ça, c'est sur un corps cellulaire d'un neurone. Ça veut dire qu'il y a plus qu'un neurone qui communique avec ce corps cellulaire-là. Et dans ces corpuscules nerveux terminaux-là, il y en a qui vont envoyer des neurotransmetteurs qui vont ouvrir les portes à sodium qui sont présentes ici. Mais je peux avoir des portes à potassium à côté, puis c'est un autre neurotransmetteur qui va ouvrir des portes à potassium s'il est libéré. C'est pour ça que les neurotransmetteurs, il y en a qu'on va qualifier d'excitateurs ou inhibiteurs, tout dépendant des canaux qui vont faire ouvrir et de ce que ça va faire à ma cellule post-synaptique. Si j'envoie un neurotransmetteur que je qualifie d'excitateur, ça veut dire que je vais vraiment déclencher un influx nerveux dans mon neurone post-synaptique ou je vais déclencher une contraction musculaire ou ma glande va se mettre à sécréter une hormone. Si par contre, j'ai un neurotransmetteur inhibiteur qui ouvre des portes à chlore ou à potassium, bien à ce moment-là, c'est que je bloque la création d'un influx nerveux dans mon neurone post-synaptique ou encore, bien, je rends mon muscle inapte à se contracter. Ça nous amène à parler des PPSE et des PPSI, les potentiels post-synaptiques excitateurs et les potentiels post-synaptiques inhibiteurs. Ici, on vous illustre une cellule, un neurone post-synaptique, et là, on voit qu'il est branché à au moins 3 neurones différents. La synapse ici, on la qualifie d'excitatrice. Ça veut donc dire que le neurotransmetteur qui est libéré ici va faire ouvrir des canaux à sodium ligand dépendant. Même chose pour lui ici, mais ce neurone-là, à la place, il libère des neurotransmetteurs inhibiteurs qui feraient ouvrir soit des canaux à potassium ligand dépendant ou des canaux à chlore ligand dépendant. Qu'est-ce que ça fait? Ça va faire que si j'ai un premier influx qui arrive excitateur par le neurone qui est E1, oh,
je fais une petite dépolarisation, mais pas assez forte pour atteindre le seuil d'excitation. J'ai donc aucun influx qui est déclenché. Même chose, on reçoit encore une fois un stimulus provenant de mon neurone E1, mais c'est pas assez fort. Si, par contre, j'ai des stimulations plus rapprochées, mais ça peut faire que ma dépolarisation elle est assez forte pour atteindre le seuil d'excitation et je crée un potentiel d'action. Je vais donc dire que j'ai créé un PPSE, j'ai créé un potentiel post-synaptique excitateur. On s'entend que si deux neurones excitateurs envoient des signaux en même temps, bien, c'est beaucoup plus facile de créer un influx nerveux. Et là, si mon troisième neurone, qui est inhibiteur, est impliqué dans la situation, bien lui, il peut intervenir pour hyperpolariser ma membrane et empêcher l'atteinte du seuil d'excitation, même si je suis stimulée, même par le E1 puis par le E2 en même temps. Alors, on voit que c'est vraiment très complexe comme analyse, on dirait, comme les événements qui s'en vont, qui ont lieu au niveau de l'encéphale. Mais c'est important, imaginez si tous les potentiels postsynaptiques excitateurs qu'un neurone recevait enclenchaient toujours des influx nerveux. Ça serait très complexe comme événement de l'encéphale, au niveau de l'encéphale. Alors, si vous regardez vos notes de cours, quand on dit stimule le neurone ou l'effecteur, ça veut dire que ça crée des PPSE. Et si ça inhibe le neurone ou l'effecteur, bien, on va parler de PPSI, donc de potentiel post-synaptique inhibiteur. Ici, on revoit la même chose qu'on vient d'expliquer. Un neurone va additionner tous les signaux qu'il va recevoir, qu'ils soient excitateurs ou inhibiteurs. Et si la quantité des signaux excitateurs est suffisante et qu'il n'y a pas de signaux inhibiteurs en même temps, bien, on va pouvoir déclencher des influx nerveux. Une notion qui est importante de savoir, c'est que les neurotransmetteurs, là, ils ne demeurent pas dans la fente synaptique. On ne les laisse pas là. Ils ne stagnent pas à cet endroit-là. On va les éliminer de 3 façons. Soit qu'il y a des enzymes qui vont carrément s'attaquer aux neurotransmetteurs puis les éliminer, soit qu'on va faire du recaptage. Habituellement, souvent, c'est le neurone présynaptique qui récupère carrément les neurotransmetteurs, mais des fois, c'est des cellules gliales à côté qui vont le faire. Et parfois, il y a carrément juste une genre de diffusion, donc le neurotransmetteur quitte la fente synaptique simplement. Dans votre livre, avec cette figure-là, on illustre 2 de ces mécanismes-là. Vous voyez la présence d'une enzyme d'inactivation dans mon neurone postsynaptique. On voit mes petits neurotransmetteurs qui sont libérés, qui vont ouvrir, se lier à des canaux, mais on s'entend qu'ils entrent et ils sortent constamment. Alors l'idée, c'est que les enzymes à côté vont prendre le neurotransmetteur et le dégrader. Et mon deuxième moyen, c'est qu'il va y avoir une protéine de transport dans ma membrane présynaptique. Mon neurotransmetteur est libéré, peut aller agir sur mes petits canaux en face, les faire ouvrir, et après ça, ils sont récupérés et réemmagasinés à l'intérieur. Maintenant, parlons des neurotransmetteurs eux-mêmes. Pour l'instant, on semble avoir identifié une centaine de substances qu'on reconnaît comme étant des neurotransmetteurs. Un même neurotransmetteur, il peut être excitateur à un endroit et inhibiteur à un autre. Les plus communs sont présentés dans le tableau 48.2 que vous avez dans votre livre.
On va remarquer l'acétylcholine, l'acide glutamique, le GABA, noradrénaline, dopamine et sérotonine. Ça, c'est peut-être des mots là, qui vous disent quelque chose parce que des fois, on l'emploie dans notre langage courant. Ici, on va parler de la substance P et le monoxyde d'azote, qui est un gaz. Là, ce que je vais vous présenter, je vais aller voir plusieurs de ces neurotransmetteurs-là pour vous en parler un peu plus. C'est sûr que je ne vous demande pas d'apprendre par cœur ce que fait chacun des neurotransmetteurs. Par contre, je vais vous demander d'être capable de répondre à des questions sur le fonctionnement des neurotransmetteurs. Et il y a vraiment un gros exercice que vous avez à faire, plusieurs exercices qui portent sur les neurotransmetteurs qui vont vous aider à comprendre vraiment le fonctionnement. Les neurotransmetteurs, c'est vraiment super important parce que plusieurs médicaments et drogues, dans le fond, ont un impact sur les neurotransmetteurs et agissent sur eux. Médicaments et drogues, habituellement, pas tous, mais souvent, ils vont bloquer le recaptage du neurotransmetteur. C'est comme ça qu'ils vont agir pour amplifier l'effet, par exemple, d'un neurotransmetteur. On parle d'agonistes. Donc, certains médicaments sont des agonistes. Autrement dit, ils imitent l'effet du neurotransmetteur. On va parler habituellement de stimulation. Si on parle d'un antagoniste, ça veut dire qu'il bloque les récepteurs, il fait l'effet contraire. On va dire qu'il inhibe l'effet du neurotransmetteur. Premier neurotransmetteur, l'acétylcholine. Il est présent dans l'encéphale, mais il est aussi libéré aux jonctions neuromusculaires. Autrement dit, quand un nerf moteur arrive vis-à-vis un muscle, ben, la synapse qui est là va libérer comme neurotransmetteur de l'acétylcholine. Lui, l'acétylcholine, il peut être soit excitateur à des endroits ou inhibiteur. Puis pour vous donner une idée, on dit qu'il est en baisse. Il y a une moins grande libération de ce neurotransmetteur-là quand on est atteint de l'Alzheimer. Ces trois neurotransmetteurs-là sont bien importants. On les appelle les neurotransmetteurs du bonheur parce qu'ils stimulent des zones de l'encéphale qui nous font sentir bien. On se sent bien, on est heureux. Donc, eux, ben, il y a plusieurs drogues qui vont jouer sur ces neurotransmetteurs-là. On parle donc de la noradrénaline, dopamine et sérotonine. Son petit nom, 5-HT. La noradrénaline, elle peut être excitatrice ou inhibitrice, tout dépendant de l'endroit où elle est libérée. Et les amphétamines, comme l'ecstasy, le speed, le crystal meth, amplifient l'effet de noradrénaline qui est justement lié aux sensations de bien-être. Les exemples de médicaments, je vous en reparlerai quand on va se revoir en classe. Pour la dopamine, même chose, excitatrice ou inhibitrice, ça dépend des endroits. La dopamine participe à ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Autrement dit, quand elle est libérée, elle nous fait sentir bien et notre encéphale déduit qu'il faudrait reproduire ce comportement plus souvent. La cocaïne accentue la libération de dopamine. Le cannabis, le Ritalin jouent sur la libération de la dopamine. Et on va remarquer que les gens qui sont atteints du Parkinson ont des déficits de dopamine. La sérotonine, elle, on dit habituellement qu'elle a un effet inhibiteur. Ici, je vous ai mis des médicaments, pas l'ecstasy, ni le LSD, mais le Prozac, le Zoloft, sont des antidépresseurs qu'on qualifie de ISRS. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine.
Autrement dit, ce médicament-là, il va aller amplifier la présence de la sérotonine. Souvent, des gens qui sont en dépression, on va remarquer une diminution de la sérotonine. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut rétablir l'action de la sérotonine. Le médicament, vous voyez ici une membrane postsynaptique, mon corpuscule nerveux terminal. Ici, je libère ma sérotonine, la 5-HT, et normalement, j'ai des canaux qui vont recapter ma sérotonine. Si j'en libère pas assez de la sérotonine, le moyen que je peux prendre pour augmenter la présence de la sérotonine dans ma fente synaptique, c'est avec mon Prozac, par exemple, je vais aller inhiber ce canal-là. Je vais aller le bloquer. Ce qui veut dire que ma sérotonine va passer plus de temps dans ma fente synaptique avant d'être récupérée. Si ma sérotonine passe plus de temps, bien, elle s'attache plus souvent à mes canaux. C'est comme si j'imitais le fait d'avoir plus de sérotonine. Le GABA, c'est notre principal neurotransmetteur inhibiteur. Ça veut dire qu'il rouvre des portes à chlore. Ça veut dire que quand il est libéré, lui, il calme, si on veut, les influx nerveux. Donc, il empêche la surstimulation. La caféine, elle a un effet, elle empêche le GABA d'agir, d'où son effet excitateur. Tandis que l'alcool, ça ramollit, ça ralentit les influx nerveux parce que ça va favoriser l'action du GABA. Le Valium, l'Ativan, le cannabis, donc tous les sédatifs, les anesthésiques vont accentuer l'effet du GABA, vont donc vraiment ralentir le système nerveux. Et je vous laisse, dans le fond, regarder cette figure-là qui montre le GABA qui vient ouvrir les canaux à chlore. Le chlore doit pénétrer, hyperpolariser la membrane, donc empêcher des influx nerveux d'être effectués. Et ce qu'on appelle les barbituriques, là, le Valium, l'Ativan, tout ça, va venir maintenir l'effet du GABA, donc maintenir le canal ouvert plus longtemps. Et je termine avec le neurotransmetteur, un neurotransmetteur qui diminue la douleur. Un mot que vous avez sûrement déjà entendu parler, les endorphines. Les endorphines ont un effet inhibiteur et on les produit de façon naturelle. C'est sûr qu'il y a plusieurs drogues et des médicaments qui ont un effet similaire, qui imitent l'endorphine. Même quand on fait de l'exercice, après un bon jogging, là, on se sent tellement bien parce que suite à un exercice physique intense, on libère des endorphines, d'où la sensation de bien-être. Et on qualifie les endorphines d'opiacés naturels. Je vous invite à répondre aux 2 questions que vous retrouvez à la page 1189 qui font un retour sur le concept justement de synapse dont on vient de parler. Et je vous invite aussi à débuter vos exercices qui parlent des neurotransmetteurs. Alors, c'est un document que vous avez déjà en main. Alors, vous pouvez commencer à travailler ces exercices-là.